je m'appelle Nouriam. Je viens vous parler de faire une intervention optométrique chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. C'est les choses que je me dédie beaucoup ces dernières années parce que la vie m'y a porté, vraiment. Je ne le cherche pas, mais Léa Samuel m'a trouvé et la vie m'a porté. Eh bien, c'est la chose qui me donne la plus grande satisfaction de tous les heures que je touche dans mon métier. Travailler avec ces enfants et trouver ces petits meilleurs qui fait la grande différence. D'accord? Alors, je me demande toujours comment ils comprennent l'espace, comment ils comprennent le monde, comment ils comprennent la communication, comment ils voient. C'est toujours les questions qu'on se met dans ces enfants parce que très souvent, ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas dire je vois bien, je vois mal, comme un enfant qui peut communiquer. Alors il faut donner tous les sujets pour qu'ils puissent avoir la meilleure vision qu'on peut. D'accord? Alors, je parlerai un peu des concepts généraux parce que vous vous demanderez qu'est-ce que c'est l'optométrie. Oui, et en France encore plus parce que ça n'existe pas comme une profession. Alors, qu'est-ce que c'est l'optométrie? Alors, je parlerai un peu de ce qu'ont besoin les enfants avec paralysie cérébrale et comment la vision peut interférer ou peut aider à mouvement, l'éducation, la communication, l'interaction sociale. Comment la vision peut aider à ça, pour moi, c'est la clé. Parce que dans ces enfants, je ne cherche pas qu'ils voient un petit objet à 6 mètres. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas besoin de ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire l'optométrie? Quelles sont les techniques optométriques pour les aider? Alors, ça c'est ma phrase préférée parce que c'est très courte, mais il dit tout. La vision et la façon dont le cerveau touche le monde. Ça c'est comment je peux être connecté avec le monde, avec les sens. Audition, vision, le tactile, l'olfact, le goût. Mais la vision, c'est le sujet des sens qui donne beaucoup plus d'informations au cerveau du monde. C'est le sens qui a beaucoup plus de connexions neurologiques. C'est le sens qui me donne la fenêtre dans le monde pour interactionner. Alors, cette phrase, c'est ma préférée de l'optométrie comportementale parce que c'est ça que je vais chercher, comment toucher le monde avec mon cerveau. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est la vision? La vision est la capacité d'être humain à traiter les informations provenant de leur environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois. Mes yeux sont comme une lampe qui fait une image sur la rétina et j'ai une image. Mais qu'est-ce que je fais avec cette image? Si cette image n'arrive pas au cerveau, les airs qu'après ils vont sur les autres parts du cerveau, j'ai une image mais je ne fais rien avec cette image. D'accord? Alors, ce qui m'arrive dans mon œil, il faut les processer. Et alors, c'est l'information qui provient de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Où je suis? Qu'est-ce que c'est? Tous les voies neurologiques, on le verra après. Quelle information elle me donne? Comment je l'interprète? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, c'est comprendre et donner du sens à ce qu'il parvient par les organes de la vision, les yeux. Et c'est le sens que me donne la vision, ce que je comprends. Par exemple, si je vois Émilie, comment je sais quelle est Émilie? Parce que un jour, je l'ai vue pour la première fois. On m'a dit, c'est Émilie. L'image d'Émilie m'entrait dans mes yeux. On s'est formé une image qui allait au cortex cérébral. Et du cortex cérébral, elle allait au cortex temporal, où sont les aires de la mémoire. Et j'ai mémorisé la face d'Émilie. Alors, chaque fois que je la vois, il y a un match entre ce qu'il y a sur mon bibliothèque de face, qui est dans mon lobule temporal, et la chose que je vois en ce moment et je peux reconnaître. Vous comprenez que voir, c'est une interaction très grande de connexion qui va. Comment je sais? Je reconnais cette salle parce que les premiers jours, je vois cette salle.
on arrivait sur mes yeux, on allait au lobule pariétal où se formaient les mappes et j'ai mémorisé les mappes par les lobules temporales et je me bouge parce que le pariétal il fait les mappes pour me bouger. Alors vous voyez que tout le cerveau est impliqué dans la vision, on va parler un peu de ces connexions. Alors si je peux avoir les yeux très sains, mais s'il n'arrive pas à les voir sur le cerveau, je ne vois pas la fin. J'ai une image, mais je ne reconnais rien, je ne fais rien, alors je ne vois pas. Et une chose que, je vous explique ça parce que normalement, quand je vois flou, on met des lunettes, je vois bien. Mais aux enfants handicapés, c'est plus important de traiter les voix que traiter les 100% de vision. Et j'en parlerai un peu plus après, parce que si je peux voir 100%, normalement, il ne voit pas 100%. Mais imaginez qu'il voit 100%, mais il n'est pas connecté tous les airs qui vont des yeux au cerveau et tous les airs. Alors cet enfant, il voit, mais il ne comprend rien, il ne peut pas mémoriser, il ne peut pas faire ces connexions, il ne voit pas. Et c'est une chose qu'on peut commencer à traîner pour que ces enfants ont cette information chaque fois et interactionner avec les gens, l'espace et toute la communication. Et grâce à la vision, comme je dis, nous pouvons identifier ce que nous voyons, stocker, intégrer, comparer les informations, donner du sens à la vie et c'est situé par référence à l'environnement. Ça c'est très grand, ça c'est beaucoup plus que voir nitide ou voir flou. C'est beaucoup plus. Quand on va faire un examen ophtalmologique, il regarde la santé des yeux, c'est très important, la santé des yeux. Et après, on regarde si tu vois bien ou tu vois mal, on met des lunettes et c'est tout. Et toutes les autres, ou reste tout l'autre. C'est comme réduire l'énorme sens de la vision à des paramètres. Quand il y a plusieurs paramètres. Et c'est ça qu'on investirait beaucoup, la thérapie visuelle, l'optométrie comportementale et la posturologie. Parce qu'on verra après, je vous expliquerai un petit peu l'interaction entre les yeux, les vestibulaires, les coups, la posture, les corps et tout ça. D'accord? Alors on va faire ce sens, mon objectif dans ces conférences, est-ce que vous voyez la grandeur du système visuel? Alors ça c'est beaucoup de lettres, mais c'est seulement pour vous faire comprendre. Le cerveau compte 35 zones totalement ou partiellement impliquées dans le traitement d'informations visuelles. Presque les 60% du cerveau est impliqué à la vision. Vous voyez qu'est-ce que je peux faire à travers des yeux. Toutes les lobes du cortex cérébral sont impliquées dans la perception visuelle, occipitale, temporelle, pariétale, préfrontale, tout est impliqué dans l'information visuelle. Je ne peux pas expliquer parce que c'est beaucoup de neurologie, mais c'est tous les cortex supérieurs, tous ont la représentation du système visuel. Il existe 305 voies corticales liées à la vision. La voie visuelle consomme un tiers, excusez-moi, de la dépense énergétique totale de notre cerveau. Dans des conditions normales et beaucoup plus élevées quand il y a le problème. Vous pouvez imaginer ça, c'est un sens énorme. Les deux, trois parts de nerfs afférents, nerfs d'entrée en cerveau, provient des yeux. La rétine humaine, c'est des tissus neuronaux. C'est une part du cerveau. Alors il y a beaucoup de connexions. Sur les 3 millions de nerfs qui comptent le cerveau, 2 millions proviennent des yeux. Sur les 12 nerfs crâniens, 6 sont responsables de la vision. Chaque œil envoie au cerveau 1000 milliards de messages par seconde et la neuroplasticité, ça c'est la clé, existe à tout l'âge. Ce diagramme, il a plus de 40 ans. Vous voyez ici, c'est les yeux, il entre au cerveau moyen, ça c'est le cortex occipital et ça c'est toutes les routes neurologiques qui ont la vision dans le cortex. Alors, on ne peut pas réduire la vision à des paramètres. Alors, il n'y a pas de doute que nous sommes d'êtres visuels.
Et imaginez votre vie sans la vision. La vision me dirige, la vision me fait interactuer, la vision me fait comprendre, la vision me fait vivre. Imaginez la vie sans la vision. Les personnes qui sont aveugles doivent développer autre connexion pour vivre. Mais la vision, c'est tous les jours, tout le temps, me donne l'information pour interagir avec tout. Alors c'est vrai, nous sommes aussi sers auditifs, nous sommes sers tactiles, mais surtout nous sommes sers visuels. Quand on est à l'école, dans l'apprentissage, c'est la vision et l'audition qui interactuent dans tous les lobes cérébrales aussi. Mais je parle de la vision parce que si je parle de l'audition, j'aurais besoin de beaucoup plus de temps. Dans ces contextes, comment la vision peut être la grande inconnue? Vous comprenez pourquoi il n'y a pas cette interaction, pas seulement pour les enfants handicapés, pour tout le monde. Pourquoi les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, comme ils comprennent les choses, comme les yeux bougent pour lire, comment ça n'intéresse pas. S'ils voient bien de loin, ça suffit. Mais et tous les autres paramètres, on verra qu'il y a beaucoup de paramètres. Et pour les enfants handicapés, quelque temps, je me trouve des enfants qui ne fixent pas, qui sont perdus. Et ils portent des lunettes +1. Et je dis, pourquoi est-ce qu'elle fait ces lunettes sur cet enfant s'il n'est pas fixé? Alors, parce que la machine de la personne dit +1, je mets les lunettes, la maman me dit, oh, elle ne les porte pas, bien sûr, elle n'a pas besoin. Parce que la première chose que je dois savoir, c'est qu'il doit fixer, qu'il doit voir et qu'est-ce qu'il comprend. Sinon, les lunettes, à quoi servent? À faire qu'une image, c'est nitide, une image qu'il ne comprend. Vous comprenez que le système visuel doit être construit pour donner toute cette information. Et à la fin, c'est ça qu'on cherche quand on travaille avec les enfants en général ou les personnes en général. Ce que vous devez comprendre à partir de ce moment, c'est que nous ne voyons pas avec nos yeux. Nous voyons avec notre cerveau. Parce que les yeux, c'est seulement un organe qui nous donne une image. Et avec cette image, je ne fais rien s'il n'arrive pas au centre nerveux. Et ça, c'est une chose que je veux que ça vous reste. Parce que ça vous aidera à comprendre votre enfant. D'accord? Qu'est-ce que voient mes yeux? Bien sûr, les yeux doivent voir rien. Bien sûr, les yeux doivent avoir une image. Mais si cette image n'arrive pas au cerveau, je ne vois pas. D'accord? Même si je vois le 100%. Il y a des gens qui sont aveugles corticales. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les yeux voient bien, mais les connexions n'arrivent pas. D'accord? Ils sont aveugles, même si les yeux sont parfaits. Et alors, on doit commencer à comprendre la vision sur un autre état, de comprendre que les yeux sont très importants, mais que l'image arrive au cerveau, c'est le plus important. Alors, le besoin visuel des enfants affectés d'une paralysie cérébrale, c'est ce qui nous attend en ce moment. Et bon, je voulais vous le faire un peu facile parce qu'elle n'est pas donné beaucoup d'informations ce premier jour, mais petite chose qui va vous rester et qui va peut-être vous donner la curiosité d'aller un peu plus loin et de comprendre pourquoi votre enfant peut faire une chose, pas l'autre. Par exemple, un jour, une maman me disait que l'enfant a beaucoup de difficultés à marcher. Et après, dans l'examen, on a découvert que l'enfant a une privation de champ visuel inférieur. D'accord? Alors, si j'ai une privation de champ visuel inférieur, je ne vois pas mes pieds, je ne vois pas le sol. Alors, je fais cette posture pour voir ce que j'ai, pour être un peu sécure. Et les ostéopathes et tout le monde veulent mettre l'enfant tout droit. Et l'enfant faisait quoi? Et pourquoi il est comme ça? Il n'a pas peut-être
le dos c'est bien, il est dans une bonne posture, mais pour être sécure, il doit voir le sol, il doit voir les pieds pour marcher un peu sécure. Quand on a découvert ça, on a donné beaucoup de réponses au kiné, au ostéopathe pour travailler avec cet enfant, parce qu'à la fin, on cherche que la vision aide tous les traitements multidisciplinaires. Et comme ça, si tu commences à regarder, tu donnes beaucoup de réponses aux autres thérapeutes, surtout les éducationnels. Observation diagnostique, qu'est-ce que je dois savoir? La pathologie qui affecte l'enfance, il y a des syndromes génétiques, paralysie cérébrale, si c'est de la naissance, si c'est atterré après quelques mois de vie. Les rapports médicaux sont très importants, les problèmes neurologiques, ce qu'il a fait, évaluer les conséquences visuelles qu'il peut avoir ce problème. D'accord, quelques temps pour dire d'information. Ce syndrome peut avoir ce problème visuel. Mais la majorité du temps, je n'ai pas cette information. C'est comme s'il n'existe pas. Alors, je lis un syndrome. Et après, l'enfant, il y a des retards intellectuels, des retards du langage, papa. Et après, la vision, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et syndrome, il y a plein et beaucoup. Et je dois examiner de zéro et découvrir qu'est-ce qui se passe avec la vision. Au quelque temps, il y a un strabisme. Ok, mais il y a beaucoup de parts de strabisme. Cet enfant, avec ce syndrome, peut voir, peut pas voir. Quelque temps, les gens viennent vers moi. Et on a fait des potentiels évoquants, on a fait des examens ophtalmologiques, neurologiques pour voir si l'enfant a vision. Quelque temps, je mets une lumière devant, il n'y a pas de réaction. Cet enfant, il voit pas. Et les syndromes et tout ça, la majorité du temps, je n'ai pas d'information visuelle qui me dit où je peux arriver et qu'est-ce que je me trouverai. La majorité du temps, parce que si peut-être l'examen ophtalmologie, elle dit ça va bien. Et quelques temps, je me trouve, il n'y a rien à faire. Et je peux dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Et la vision est si grande, elle a tant de connexions que c'est impossible qu'il n'y a rien à faire. Peut-être on ne va pas récupérer tout, on ne va pas être parfait, cet astralisme va rester, mais on peut toujours améliorer, toujours. Et c'est ce que j'ai vu dans les enfants que je traite, toujours. Il faut travailler, oui. Il faut comprendre, oui. Il faut aller chercher des objectifs, oui. Mais toujours, il peut améliorer. Quand je parle de mouvement oculaire, c'est que je me trouverai dans les enfants, surtout handicapés, mais avec beaucoup d'enfants. Je vais chercher, je vais parler de chacun, le strabisme, la déviation des yeux dans une direction, le nystagmus, la fixation, pour moi, c'est la clé pour entrer, la convergence, le mouvement des yeux qui vont à l'intérieur pour regarder les objets de proche, et suivre les saccades. Il regarde à côté, quelques familles m'ont dit hier que l'enfant regardait à côté, et la praxis du regard, on va expliquer maintenant. Strabisme, je crois que tout le monde ici sait que c'est un strabisme. Un strabisme, c'est une déviation des yeux qui va peut-être dedans, dehors, exotropie, ici. C'est que quand les yeux ne sont pas alignés. Alors, si j'ai la rétina, une image dans chaque rétina, l'œil qui est dévié ne fait pas l'image au centre comme l'autre œil, et alors il y a une manière de faire que ça passe. Si je fais un strabisme quand j'étais adulte, je verrai double. Mais les enfants, quand ils sont nés, ils apprennent à supprimer un œil. Parce que voir double, c'est très dur. Alors, quand un enfant est comme ça, ou il voit double, ou il supprime.
il n'y a pas autre choix. D'accord? Et normalement, quand le strabisme vient de très petit, il supprime. Et grâce à Dieu, il supprime. Parce qu'imaginez tout le temps en voyant tout le... Alors, c'est des adaptations qu'il fait le cerveau. Mais normalement, un strabisme peut être pour des troubles neurologiques ou des troubles de l'équilibre entre les muscles des yeux. Quand un enfant, par exemple, un enfant normal a un strabisme de 40 dioptries, quelque temps il faut l'opérer. Qu'est-ce qu'il cherche? Que les yeux soient droits, mais surtout, on cherche que les yeux travaillent ensemble. Et ça, c'est pour moi, c'est plus important, la part fonctionnelle que la part esthétique. Dans des enfants aux paralysie cérébrale, pour moi, traiter le strabisme, ce n'est pas la priorité. Parce que qu'est-ce que je veux faire en mettant l'œil droit sur un enfant que je ne sais pas s'il voit, s'il fixe? Pourquoi on cache l'œil? Oui, je me demande toujours pourquoi, parce que je crois que la première chose qu'on doit faire avec ces enfants est qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux. Si je veux un esthétique, alors on ferait une chirurgie, on laisserait les yeux droits. Et qu'est-ce que je vais avoir avec ça? Que les parents voient son enfant avec les yeux droits, absolument esthétique. Ou je veux que ces enfants ont une meilleure vision tridimensionnelle. Parce que quand on a un strabisme, on n'a pas de vision tridimensionnelle. Alors, tout l'espace, je ne peux pas le calculer. Alors, qu'est-ce que je cherche? Que les yeux travaillent la plupart ou le mieux possible ensemble. Et ce que je dois montrer au cerveau, c'est que les yeux peuvent travailler ensemble. Vous comprenez? Parce que si je dis, bon, chacun va dans sa part, d'accord? Et si je peux avoir un moment que, bon, ils travaillent ensemble, dans ce moment, ils commencent à créer notre route neurologique. Et à la fin, il y a des strabismes si grands et si compliqués que je veux dire, je vais mettre cet enfant et cette famille dans un traitement impossible. Non. Alors, je vais apprendre l'œil qui est bien et le potentiel tout ce que je peux. Et pousser tout ce que je peux parce que traiter le strabisme, c'est comme me donner contre un mur. Je dois analyser toujours qu'est-ce que je peux faire et si le grand effort qui suppose traiter un strabisme va me donner un petit résultat ou un grand résultat. Et les énergies de famille que vous avez 40 thérapies, alors on doit aller chercher vraiment ce qui va donner des résultats et que l'effort va être récompensé. Alors, quelque temps, dans le paralysie cérébrale, le strabisme, j'y entre un peu, ou j'y entre rien, ça dépend du cas. Vous comprenez, parce que vous aurez 2 années ou 3 années faisant des exercices chaque jour, parce que l'œil qui est comme ça, soit comme ça. Non. Vous comprenez? Et après, le cachet, quand on met un cachet, pour stimuler la vision de l'autre, peut-être vient par exemple 2 ou 3 heures par jour maximum. Et la évidence scientifique dit que c'est le même 2 heures que tous les jours. Mais imagine un enfant qui est tous les jours, toute la journée, avec un cachet, avec un œil qui regarde 0,3. Et avec ça, tu disais à l'école, apprends à lire, apprends, joue, papa. Et qu'est-ce que je fais avec ça? C'est de réduire l'opportunité que les yeux travaillent ensemble. Alors je dois étudier chaque cas particulièrement pour donner les moins efforts et les plus grands résultats. Vous comprenez, quelque temps des strabismes, je n'y entre pas. Comme optométriste, à la première part du temps, ça me fait très mal parce qu'on veut toujours traiter tout, mais dans ce cas, c'est donner la face contre un mur. Vous comprenez? Alors, il faut savoir tout le temps qu'est-ce qu'on cherche. Non, carrément. Et il y a des enfants qui ont
Ah non, une autre chose que je veux dire, c'est que quelque temps, pour compenser le strabisme, on prend les positions de la tête pour compenser. Si j'ai les yeux comme ça, les yeux comme ça, sont droits. Alors, tu vois les enfants comme ça. Alors, l'ostéopathe et tout le monde va essayer de régler le pouls, mais le pouls va avec les yeux. Quelque temps, si tu traites les yeux, la tête va être un peu plus droite et ça va donner le mieux ligne moyenne. Quelque temps, les torticolis, la déviation de la tête est par la hypotonie, par tout ce que vous voulez, mais quelque temps, il faut regarder les déviations visuelles et chercher des aides visuelles qui aident les coups à être droits. D'accord? Et c'est pour ça que quand je vois un enfant avec les coups qui tombent, j'essaie de mettre des prismes, j'essaie de mettre des aides pour que les coups arrivent à être plus droits parce que ça donnera plus de stabilité, plus d'équilibre et plus. À travers les yeux, je peux faire beaucoup de choses. Et à quelque temps, il y a des enfants qui font la déviation des yeux dans la même direction. Ça, c'est normalement des lésions cérébrales plus profondes. Les enfants qui font comme ça. Voilà. Ça, c'est déviation. Et après, corriger ça, peut-être compliqué, peut-être on peut corriger avec des prismes ou ça, essayer de donner la meilleure stabilité. Et aussi, tu dois savoir où tu peux arriver. Je crois qu'une des clés est surtout où tu peux arriver. Mais il faut être un peu pas prudent, parce que sinon on n'en voit pas rien. Alors, il faut étudier chaque cas particulier, mais ma expérience dans la paralysie cérébrale, j'ai très peu de strabisme. Parce que là, au début, j'ai cherché d'autres choses. Le nystagmus, tout le monde a écouté parler de nystagmus. Le nystagmus, c'est une condition neurologique qui fait que les yeux tremblent tout le temps. Ça, il y a quelque temps, une position de tête, que le nystagmus est plus grand. Et si je mets la tête comme ça, le nystagmus est plus petit. Et pour ça, vous trouverez quelques enfants qui sont comme ça, parce que ici est plus petit. Parce que le nystagmus donne une grande instabilité de l'image. L'image qui est fixe dans la rétine, si les yeux bougent, tout bouge. Alors, je cherche d'être dans la position que les choses bougent moins. C'est ici. Alors, si je mets un prisme qui me déplace l'image ici, j'irai ici et je serai plus droit avec le nystagmus, mais la position qui bloque le nystagmus ne sera pas ici, sera ici. Avec le prisme, je peux faire ça. Et alors, je cherche toujours que les coups, pour moi, je suis obsessionnée avec le coup. Parce que c'est une chose que si je peux régler, va donner beaucoup de bénéfices à l'enfant. Si un enfant comme ça est plus lent, ici, et je mets le prisme, que cette image, je la déplace avec le lent, j'aurai la position de bloquer le nystagmus ici. Le coup va être dirigé. Alors tout va passer plus bien, vous comprenez? Donc, oui, c'est ça que je dis. La réduction de l'acuité visuelle, parce que quand on tremble, on n'a pas de stabilité. Fixation, convergence, ça c'est toujours la clé. Fixation. Si je ne fixe pas, je n'ai pas intérêt à rien. Alors la clé, c'est, hier, les familles qui étaient avec moi, on a vu que j'utilise les lignes qui bougent. C'est les optokinétiques. Alors, les enfants qui ont une fixation, les yeux ils tremblent. Les enfants qui n'ont pas de fixation, elles semblent que regardent, mais ne regardent pas. Alors, elles passent les lignes et les yeux ne font pas ce mouvement de fixation. Alors, c'est la première chose que je dois faire. Et normalement, je dois aller à la plus primitive manière de processer l'information et de le développer. Quand l'enfant a 3 ou 4 mois, il commence à tourner le cou
et projeté avec ces optokinétiques. Quand on a, c'est peut-être dur au début, mais quand l'enfant commence à fixer, toutes les choses changent. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion visuelle et aussi une connexion émotionnelle. Et ça, pour la maman, c'est tout. Et quand mon enfant me regarde, l'enfant sourit. Et cette connexion pour la maman et le papa, c'est tout. Alors, imaginez un enfant qui est absolument perdu et avec ses lunettes de moins de 3. Et un jour, commence et fait. Parce que là, connecté avec l'émotion aussi, avec la chose. Pour moi, je commence toujours avec la fixation. Parce que pour moi, c'est important que l'enfant connecte avec le monde, avec les personnes, avec l'espace et avec tout. Imaginez un enfant qui marche avec beaucoup de difficultés, mais il ne regarde pas. Où il va? Ce qui me donne la stabilité pour marcher, c'est je vais prendre ça, je le regarde, j'y vais. Boum. Mais si je ne regarde pas, je suis comme ça, ma stabilisation est très faible et je ne sais pas qu'il y a dans l'espace pour aller chercher, je n'ai pas l'intérêt à marcher. Vous comprenez? Mais si je vois un jouet ou un truc, place, je peux le fixer, je peux y aller et mon stabilité sera beaucoup plus grande. Vous comprenez? Et alors, c'est pour ça que pour commencer à se bouger dans le monde, il faut d'abord fixer. Bon, hier, pour les enfants avec les spectrums autistiques, je vais faire un petit point ici. Je vais vous expliquer qu'une caractéristique de ces enfants, c'est qu'ils sont très périphériques ou très centrales. D'accord? Mais quand ils sont centrales, le reste du monde n'existe pas. Quand ils sont périphériques, c'est comme si rien n'existait. D'accord? Alors, normalement, quand une personne a une vision normale, il y a une interaction toujours entre le centre et la périphérie. Par exemple, si je regarde, voilà, madame, je vois le reste. Et si quelqu'un fait la même coupe, j'ai une vision centrale. Pour conduire, j'ai besoin d'une vision plus périphérique. Pour lire, j'ai besoin d'une vision plus centrale. Et tout le temps, mon cerveau interactionne entre les deux voies centrales et périphériques. Un enfant autistique ne peut pas faire ça. Alors, une des clés pour entrer dans ces enfants, c'est commencer à donner petites opportunités centrales-périphériques. Pas. Et chaque fois qu'il fait cette interaction, qu'il mélange les deux. Et donner, l'obliger à mélanger les deux. D'abord, très peu, très petit, papa, et après un peu plus. Et il commence à interactionner avec les deux voix. Et ça, c'est très important pour eux. Vous comprenez? Les suivis, les saccades sont le mouvement oculaire, les suivis et les saccades. Pas. Les saccades sont très importants pour se bouger. Pourquoi? Parce que quand je bouge, je vois. Pas. Vous comprenez? C'est très important pour lire. Les enfants qui ont trouble d'apprentissage ou ont des dyslexies, très souvent ont des troubles de mouvement oculaire. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas lire. La dyslexie, c'est un trouble de langage. Mais s'il a une vision, il a un problème de mouvement oculaire, c'est pire. Et pour les enfants qui essayent d'interactionner avec les jouets, avec les choses, avec maman, avec papa, il faut qu'il puisse suivre une chose qui se bouge, qui peut passer d'un à l'autre, peut regarder, toucher, coordination et humaine. C'est toutes ces choses que je donne dans un entraînement visuel. Et je crois que les orthoptistes travaillent ça aussi. Le suivi, parce que c'est plus musculaire. Alors, si je veux faire
Et un objet, un mouvement, c'est centre périphérique. Centre périphérique, parce que le mouvement, je peux le voir seulement avec ma vision périphérique. Alors, traîner ça, pour moi, c'est très important parce que ça affecte l'attention et pour construire les cartes spatiales. Pour se bouger, il faut construire tout le temps des cartes spatiales. Et la praxis du regard, ça c'est une condition corticale de l'altération bilatérale de la zone pariétale postérieure. Et ça donne là une capacité, difficulté de déplacer le jeu d'un objet visuel à l'autre. Ça c'est un problème qui n'est pas seulement des yeux. C'est un problème que le cerveau ne permet pas ça. Il faut le distinguer ça. Parce que si tu penses que c'est un problème des yeux, tu ne réussiras jamais à faire ça. Et alors, la praxis du regard, c'est un problème cortical et que les muscles et les moteurs ne sont nécessairement affectés. Bon, je parle beaucoup et personne ne dit rien. Si vous avez des questions. On vous écoute attentivement. Oui. Il y a quelques questions, vous me les dites. Et alors, normalement, il y a des problèmes qui sont purement musculaires, des problèmes qui sont corticales et des problèmes qui sont spatiales. Et comme nous parlons des enfants avec des troubles neurologiques, il faut distinguer ces choses parce que si je mets une famille, je vais traiter les mouvements oculaires pendant 6 mois et à la fin, c'est une praxis du regard, il n'aura pas de résultat, la famille va me tuer. Alors, c'est important de savoir ce qui se passe. Je n'aime pas un examen neurologique qui me dit « Oh, l'enfant a une apraxie de regard ». Alors, pour moi, on doit apprendre à observer les professionnels. On doit apprendre à observer ces petites choses qui vont nous donner tout ça. Vous, comment vous faites justement? Quoi? Quand vos enfants ne parlent pas, comment vous faites pour évaluer tout ça? Oui, bon, j'ai tous mes tests que je dois faire et à la fin, je fais dans un œil, qu'est-ce qu'il peut suivre? Il se perd, il ne parle pas, peut-être c'est une apraxie. Et je donne une chose qui cache beaucoup l'attention, comme le patron de contraste, et il suit. Voilà, c'est bien. Je donne une chose qui est moins jolie et moi, il ne suit pas. Bon, il n'est pas intéressé. Mais si je donne un truc, par exemple, un truc qui est très stimulant, c'est peut-être une apraxie. Je dois regarder très finement et quelque temps, je ne sais pas la fin. Quelque temps, je donne quelques exercices la prochaine fois. On va aller un peu plus loin. Parce que les examens neurologiques ne donnent pas beaucoup d'informations de les vrais troubles visuels. Parce que n'importe quoi, je parlais avec le neurologiste, je demandais, c'est bien que vous me donnez information avec la part motrice, c'est bien que vous me donnez information de la part intellectuelle, c'est bien, toute information que vous pouvez me donner, c'est fantastique, mais les yeux, la vision n'existe pas. La vision, c'est ce qui me connecte, la vision est la manière qu'a le cerveau pour toucher le monde. Alors, zéro. Alors, je dois être très attentive et bien sûr, je peux me tromper parce que ce sont des cas absolument compliqués, quelques-uns. Mais j'ai ma manière de penser que je dois commencer. Je dois faire quelque chose. Vous verrez après mes idées pour commencer à traiter. Mais quand elle est en apraxie de regard, je ferai un traitement complètement différent que si c'est un trouble de mouvement oculaire normal. Et comme ça, je dois le savoir. Mon obligation, c'est de savoir. Et hier, j'ai trouvé quelque chose que, par exemple, les enfants. Ça, c'est peut-être. Il a
de points. Si un enfant fait ça, même s'il se perd, alors c'est l'autre chose. Et quelque temps, la ligne si fine, que j'ai dit, bon, je vais travailler la fixation et après on verra. La chose plus difficile, mais la plus excitante de ces enfants, c'est qu'il y en a deux égales. Et ça, pour moi, c'est très difficile, mais très excitant. Parce que je dois trouver le chemin à chaque fois. Alors, je dois observer. C'est la clé. Demander, regarder le mouvement, s'il peut exécuter, s'il y a le mystérieux, s'il y a l'estrabisme de ce que je fais, s'il porte des lunettes, si les lunettes ne servent à rien ou non. Tout ça. Pourquoi? C'est ça. Non, c'est bien. Parce que les déviations peuvent affecter la vision tridimensionnelle. Le nystagmus peut affecter l'acuité visuelle et aussi la position de la tête. La fixation limite la capacité d'accès à l'information. La convergence donne un manque d'intérêt pour les objets proches. La praxis du regard limite la communication et la relation avec l'espace et les saccades est difficile de contrôler l'espace. Ça va la peine de regarder ça. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut observer? Et ça, c'est la clé. Vous le savez, vous êtes parents et vous observez toute la journée votre enfant. Vous les connaissez beaucoup plus mieux que nous les regardons inertes. D'accord? Alors, l'information des parents, pour moi, c'est la plus forte, la plus valeureuse. D'accord? Comment se déplace-t-il? Comment il marche? Avec quoi? Son regard est perdu, il regarde. La posture, il va sur un côté, il va sur l'autre, il va avant, il va derrière, il a l'équilibre, contrôle spatial, il se touche avec les choses, il va droit, il a besoin, parce que par exemple, quelquefois on peut aider. Si on a le sol qui est blanc et on met une ligne noire, peut-être l'enfant va marcher parce qu'il a une piste. Vous comprenez? Par exemple, à l'heure de manger, si je mets le riz blanc avec un plat noir, il y a un gros contraste. Alors il peut aller. Et si je mets le riz blanc dans un plat blanc, peut-être il ne va voir qu'il y a quelque chose à manger. Vous comprenez? Il y a des manières en thérapie occupationnelle de trouver ces pistes pour le faire la vie plus contrastée, plus facile. Dans la toilette, si le mur est blanc et le water est blanc et tout est blanc, peut-être il ne va pas trouver. Et si je mets le mur noir et le water blanc, c'est plus facile de trouver. Il y a des choses qu'on peut faciliter la vie à ces enfants. Si je des dessins au mur, dans les couloirs de la maison, je mets des gros dessins sur les couloirs, tu dis, oh, tu regardes les poulets. Tu regardes et les sons de mouvements saccades. Ça, j'aide à construire l'espace. C'est de créer l'ambiance pour faire la vie plus facile. Alors, tout ça, la vision, comment on peut aider à ça? Acuité visuelle, fixation, tout ce qu'on a parlé, position de la tête, restriction des champs visuels. Par exemple, si un enfant a une restriction latérale, et je suis maman et je me mets ici, je n'existe pas, l'enfant ne me voit pas. Et si je mets ici, j'existe. Alors les enfants, ils écoutent maman, mais ils ne la voient pas. Et après, la maman se bouge et apparaît. Vous pouvez imaginer, elle ne comprend rien. Il n'était pas là. Alors, c'est émotionnel, non, ça peut toucher. D'accord? Et bon, et faire un champ visuel à un enfant qui n'a pas de réponse, c'est presque impossible. Alors, c'est montrer des choses. Ici, je montre, quand les choses sont en main droite, il les voit mieux. Et quand ils sont en main gauche, c'est comme s'ils n'existaient pas. Sospité. Oui, sospité, c'est bien dit.
Suspicion. Suspicion. Excusez-moi. Non. D'accord. Et la conscience spatiale, tout ça va donner. Que peut-il faire? Chaque enfant est différent. Alors, comment il se communique? S'il se communique, tous les enfants se communiquent. Même s'il est très mal, il a cette petite manière de se communiquer. Comment il utilise les mains, s'ils sont spastiques, comment il maintient son regard, quel est son niveau de compréhension, quel est le niveau d'apprentissage, tout ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que la vision affecte la fixation, le mouvement saccade, l'accommodation, la convergence, le nystagmus, les champs visuels, la négligence. Vous savez qu'est-ce que c'est la négligence? La négligence est une condition neurologique et sa part n'existe pas. Vous direz, ça c'est les champs visuels. Non, parce que les champs visuels, si je fais ici, je le vois. Parce que c'est une restriction. Si je fais ici, je le vois. Une négligence, cette part n'existe pas même si je bouge la tête. C'est une condition neurologique qu'on se trouve surtout dans les strokes. Le WC. D'accord? Et peut-être trouver. C'est très difficile de distinguer une chose de l'autre. Et pour traiter, je le traiterai pareil, avec les prismes, avec tout, visuellement en parlant. Adaptation du matériel, c'est ce que je vous viens d'expliquer. Le matériel qui a grand contraste va être plus facile que ce qui a petit contraste. Par exemple, la table où il travaille, s'il peut travailler avec la table, de donner une table blanche avec des trucs noirs, jouer avec les contrastes, donner l'opportunité de voir. Si c'est blanc, tout blanc, 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 c'est difficile. Alors, par exemple, si l'enfant commence à marcher, c'est très utile. Un sol blanc ou clair avec une grosse ligne noire. Alors l'enfant suit la ligne papa. Le deuxième, et surtout quand il ne fixe pas, quand il marche, mettez des contrastes avec une tablette ou avec un deuxième pour suivre. Ou même en vidéo de YouTube, quelque chose qui intéresse l'enfant, et vous bien chercher. Et comme ça, il va fixer. Et les contrastes aident beaucoup à ça. Je ne sais pas si c'est très approprié, parce que Baptiste, il a des livres musicaux sur lesquels il appuie lui-même. Oui. Donc, et soit il regarde, oui, soit il écoute, parce qu'il fait comme ça. Ah oui, parce que peut-être... Et on m'a dit que c'était parce qu'il n'arrivait pas à faire en même temps la vue et l'ouïe. Oui, normalement, l'interaction visuo-auditive doit être très forte. Les enfants que j'ai vus, la majorité ont beaucoup mis audition que vision. Alors, c'est normal qu'il fait ça. Oui, qu'il fait ça, parce que c'est l'audition qu'il donne. Dans ce cas, je chercherai l'opportunité de faire l'audition et de mettre la chose ici. Alors, j'aime travailler dans ce cas avec la tablette, avec la musique. Et grand patron de contraste. Je ne sais pas si vous avez vu hier. Cette application, il a la musique et le grand patron. Alors, l'enfant va chercher le bruit. Alors, je mets ça ici. Je le porte là. Ou bien, je viens ici. Parce que souvent, en fait, il a l'objet là, mais en fait, il faudrait le mettre là. Oui, comme ça. Je vais chercher. Je fais vision, audition, vestibulaire. Et bon, s'il fait ça, parce qu'il est plus bien, alors je prends ici et je le porte. C'est chercher la manière d'utiliser l'audition pour chercher la fixation. Et c'est une bonne chose, ça. Vous comprenez plus ou moins l'idéal. Parce que si tout le reste comme ça, il va créer un problème fou et à la fin, elle ne va pas utiliser la vision. Si je prends le truc et je fais comme ça, il va écouter de toute façon. Ok,
et je les porte ici. Ou bien je mettrai des prismes pour porter la vision à la même direction de l'oreille. Et dans ce cas, je ferai un automatisme. Parce que s'il est très bon avec l'audition, je veux qu'il soit encore mieux. Parce que ces enfants, il faut prendre tout et faire tout plus grand. S'il a une grande audition, je la veux mieux. Si la vision est petite et l'audition est grande, il est connecté. Et je dois les connecter plus. Plus. Parce qu'ils ont besoin d'être plus connectés, vous comprenez? Alors, faut pas chercher un équilibre entre les sens, à la limite. Oui, normalement, ça c'est parfait de chercher un équilibre entre les sens. Mais quand un sens est très affecté, par exemple, imagine un enfant qui a l'audition très développée et la vision très affectée. Même si je fais toutes les thérapies, si je mets toutes les lunettes que tu veux, on ne va pas récupérer parce qu'il y a un dommage neurologique très grand. Alors, je chercherai de faire plus grande l'audition. Je fais plus grande les tactiles, je fais plus grande ce qu'il a bien. Et pour moi, la rééducation auditive automatise ou Bérard, c'est merveilleuse pour ces enfants. Tous, presque tous. Merveilleuse parce qu'elle fait l'actuation sur la part subcorticale. Et pour moi, la thérapie des lumières, c'est aussi merveilleuse parce qu'elle fait la part subcorticale de la vision. Je l'expliquerai après. Et les deux ensemble, c'est très beau. Bon, il y a une condition qui s'appelle la prosopagnosie, où il y a un dommage au lobule temporal et ces personnes ne connaissaient pas, ne voyaient pas les faces. Alors, l'enfant ne reconnaissait pas, elle reconnaît la maman et le papa pour la voix, mais pas pour la face. C'est pas dire que c'est aveugle. C'est qu'il y a une condition qui s'appelle, c'est une agnosia, et c'est une affection du lobule temporel. Et ça, il ne me reconnaît pas, seulement quand je parle. Alors parlez et prenez la main de l'enfant et touchez. Et si vous voulez pinter, mettre des peintures, par exemple, ces peintures phosphorescentes, c'est quand on met la lumière bleue qui brille comme les discothèques. Oui, c'est vrai. Et alors, mettez toute la peinture, les yeux, la bouche, et mettez la lumière et prenez la main de l'enfant et touchez. Parce qu'il commence à voir les yeux de la maman ou de papa, la bouche et tout. Et commence à se reconnaître lui-même, prenez la main. Toucher un peu la proprioception faciale, la bouche. La bouche, c'est une chose très émotionnelle. Alors, la bouche touchée. Et comme ça, commencer à contraster. Par exemple, les peintures sur la face avec la lumière bleue, c'est très utile pour un jeu qu'il fait pour reconnaître ça. C'est la bouche de maman, la bouche de papa. Et ça, c'est les choses qu'il doit toucher. Vous comprenez? Chercher les plus contrastes, la lumière, tout ça, ça va aider. Après, tout ce que je vais vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Évaluer les priorités. Et les plus importants. Le plus important, c'est qu'il bouge, qu'il marche, qu'il se tient droit, qu'il peut être assis, qu'il se communique, qu'il fait interaction avec. Il n'y a pas aucun papa qui m'a dit ma priorité avec mon enfant handicapé, c'est que la vision c'est le 100% et non. Il faut être bien fait, c'est bouger, c'est communiquer, interactionner et à la fin être dans ce monde. C'est la priorité. Alors, quelle est la priorité? Maintenant, il est en train de commencer à être des pieds avec l'aide. Ça, c'est très important parce que va donner la marche. Ou bien un enfant qui ne peut pas être de pied, mais on voudrait qu'il commence à utiliser les méthodes de communication.
Tout ce que vous voulez, il faut marquer une priorité. On ne peut pas traiter tout d'un coup. Alors, quelle est la priorité? Et ça, c'est la clé pour commencer à voir comment la vision peut aider à ces priorités.